Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire SimpliCure qu'on est ravi aujourd'hui de présenter avec la marque NutriPure. Et donc pour l'occasion, on retrouve Christophe Cariot. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Donc Christophe Cariot, qui est le fondateur de la marque NutriPure, mais je vous laisserai vous présenter dans une petite minute. Aujourd'hui, on va parler du stress et de l'accompagnement, donc de façon holistique, d'accompagner, d'appréhender surtout et gérer le stress pour vos clients, vos patients. Petit rappel pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas encore le fonctionnement de la plateforme Livestorm. À tout moment, vous pouvez nous envoyer les messages dans le chat. S'il y a des problèmes, notamment au niveau du son, de l'image, éventuellement, je peux vous aider sur le chat. Si vous avez des questions sur la présentation, n'hésitez pas à les poser pendant tout l'exposé. On garde bien 15 minutes à la fin pour vous répondre. Et dans cette rubrique questions, vous allez également pouvoir voter pour les questions que vous trouvez particulièrement intéressantes ou pertinentes. Et Christophe commencera par ces questions à la fin. Donc, pas de sondage aujourd'hui. Donc, c'est principalement la rubrique questions pour toutes vos questions. Vous aurez bien sûr le replay de la présentation et la présentation en PDF, donc dans l'après-midi, directement depuis la plateforme SimpliCure. Donc, je vous laisse la parole, Christophe, et je vous retrouve sur la fin donc, pour les questions. Ça marche. Donc, une fois de plus, bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Donc, moi, c'est Christophe Cariot. Je vais vous parler d'abord de mon parcours avant de vous parler de stress parce que les deux sont liés. Donc, j'ai été plusieurs fois champion du monde de karaté. Aujourd'hui, j'ai 49 ans bientôt. Et finalement, j'ai à la fois un parcours de sportif de haut niveau et ensuite un parcours d'entrepreneur. Et le point commun là-dedans, c'est que j'ai été finalement toute ma vie très exposé à différents niveaux de stress, que ce soit des stress physiques et des stress psychologiques, ce qui m'a permis de beaucoup y réfléchir. Donc, on va voir aujourd'hui un petit peu une approche holistique de la résolution du stress ou de la prévention du stress, en essayant de comprendre comment le stress va impacter finalement l'organisme, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on est face à différents stresseurs, lorsque ces stresseurs en fait s'additionnent et comment ils vont perturber notre homéostasie. Pourquoi il est important d'intégrer et de remettre en avant ce qu'on appelle les fondations de la santé, qui sont mieux dormir, mieux respirer, mieux manger, mieux bouger et mieux penser. Et puis, on verra dans quoi et comment les compléments alimentaires vont pouvoir s'intégrer et pourquoi on les recommande à la fin, c'est-à-dire pour compléter ou pour complémenter l'approche autour des fondations de la santé. Donc, qui sommes-nous? NutriPure a été fondé donc à la base par moi-même et par mon frère Florent, et donc ça va me donner l'occasion de reparler un petit peu de mon parcours sportif. Donc, comme je vous le disais, j'ai été plusieurs fois champion du monde de karaté, et en 2002, je me suis fait une énorme blessure au niveau du mollet. Donc, je me suis fait une rupture totale du mollet, et ça a été le début d'un an et demi à 2 ans d'errance médicale, parce que j'ai été mal diagnostiqué, on aurait dû m'opérer, je n'ai pas été opéré. Et je me suis retrouvé à la fois face à beaucoup d'incompréhension au niveau des différentes équipes médicales que je rencontrais, et puis beaucoup de stress parce qu'à cette époque, je n'avais pas vraiment de plan B. Tout était basé sur la réussite du sport à haut niveau, les contrats publicitaires que je pouvais avoir, etc. Donc, je me retrouvais du jour au lendemain avec des gens qui me disaient « c'est fini, tu n'as plus de carrière sportive, tu ne reviendras plus, tu n'as plus de boulot, tu n'as plus de rentrée d'argent ». Et donc, à partir de là, il a fallu faire un gros travail à la fois sur la gestion du stress, le contrôle en fait du stress que je subissais physiquement et mentalement, et puis en même temps me poser des questions, pourquoi cette blessure elle était venue. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à plonger sur des concepts d'inflammation chronique, comment l'inflammation chronique peut impacter différents systèmes de l'organisme et les perturber. Et j'ai eu, durant cette période, le temps de cartographier un certain nombre de choses. À partir de là, je suis revenu à la compétition à haut niveau parce que j'ai mis en place un certain nombre de pratiques,
un certain nombre de méthodologies à la fois dans mon entraînement, dans mon alimentation, dans la manière dont j'ai appréhendé les performances, le sport de haut niveau, mais également les galères du quotidien. Et tout ça a donné par la suite lieu à la création en fait, d'un système d'entraînement que j'ai appelé le CTS et qui rassemble finalement, qui n'est que la synthèse des éléments que j'ai mis en place, à savoir des stratégies pour mieux dormir, des stratégies pour utiliser le travail respiratoire pour aider à mieux dormir, à mieux contrôler le stress, à optimiser certaines fonctions physiologiques, retravailler mon approche de l'alimentation également, en me focalisant sur une alimentation qui était plutôt anti-inflammatoire, et puis revoir l'intégralité de la façon dont je m'entraînais et les méthodes d'entraînement que j'utilisais, et enfin travailler sur l'aspect mental. Et donc là, j'ai eu la chance puisque ma mère était dans le domaine de la psychologie. Donc, elle m'a beaucoup aidé justement à développer un certain nombre d'outils pour revenir au meilleur niveau. Et tout ça, donc, je l'ai rassemblé à l'intérieur d'une méthode qui s'appelle le CTS et par la suite à travers une collection de livres. Cette collection de livres à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, elle comprenait les 5 fondations de la santé, des conseils sur les 5 fondations de la santé. Et par la suite, vous aviez toujours des conseils sur la complémentation, la micronutrition, etc. Et donc, les gens qui me suivaient, mes lecteurs, avaient l'habitude en fait de tous ces conseils et ils m'ont souvent demandé de créer une marque. Voilà. Donc, j'ai demandé à mon frère, qui est ingénieur de formation, de créer finalement une gamme qui me permettrait de répondre à ma clientèle. Et lorsqu'on a commencé à travailler ensemble à la fois sur le cahier des charges de cette marque, qui est devenue NutriPure, on s'est aperçu qu'il y avait un boulot énorme et que je n'y arriverais pas tout seul. Donc, on s'est associés, on a créé NutriPure et c'est comme ça que l'aventure commence. Et donc, le cahier des charges de base était simple. Je veux les meilleurs compléments alimentaires pour moi et on les mettra en vente pour la majorité des gens qui veulent nous faire confiance. Voilà, donc les meilleures matières premières, sans additifs, sans conservateurs. En fait, voilà, il y avait un cahier des charges qui était extrêmement strict et un peu compliqué à l'époque parce que les us et coutumes on va dire, du milieu n'étaient pas n'étaient pas ceux qu'on peut retrouver aujourd'hui. Donc, il a fallu essayer de faire changer les pratiques des façonniers, des industriels, etc. Donc, le stress et sa complexité. Donc, on arrive finalement, le stress, c'est un concept qui revient et qui est basé sur, on va dire, plus d'une centaine d'années environ. Et donc, il a été conceptualisé à la base par Hans Selye, qui est un chercheur qui a identifié la notion de stress, d'abord sous le nom de syndrome général d'adaptation, puis entre les années 1950 et 1975, les notions d'agent ou facteur stressant, qu'il a lui-même défini comme E-stress pour stress positif ou distress pour stress négatif. Ça lui a permis également, juste après, de pouvoir comprendre et finalement indiquer que ce n'est pas ce qui est important lorsqu'on parle de stress, c'est pas ce qui nous arrive, mais comment on y réagit. En d'autres termes, c'est le scénario mental construit à partir d'un événement et basé sur les expériences qu'on vit au jour le jour, ainsi que les réactions passées, qu'elles soient positives ou traumatiques, qui vont déterminer l'impact que l'événement aura sur chacun d'entre nous. Donc, on va avoir des gens, par rapport à leur vécu, qui vont avoir des réponses au stress modérées, et on va avoir des gens, par rapport à leur vécu, par rapport à leur expérience, qui vont avoir, pour un même événement, en fait, des niveaux de stress beaucoup plus importants. Donc, on n'a pas la même réactivité, la même réactivité au stress les uns et les autres. À partir de là, il y a déjà des gens, deux psychiatres, qui avaient compris ces notions en fait de variabilité de réaction au stress et qui ont eu l'idée finalement de proposer l'échelle de Holmes et de Rahe, qui est en fait une échelle que vous avez forcément déjà vue si vous vous intéressez un petit peu au stress. C'est le questionnaire où on vous dit, voilà, avez-vous subi un divorce cette année? Donc vous avez sur l'échelle de stress, vous avez un niveau de stress de 90.
Avez-vous subi un décès? Avez-vous subi une maladie? Et ainsi de suite. Et donc, ils avaient créé en fait une échelle avec une sorte de baromètre du stress en fonction des situations. Par la suite, ils ont eux-mêmes avoué que ce baromètre était basé sur leurs propres peurs, leurs propres inquiétudes. Et donc, ce baromètre, il était de base biaisé. Parce que, encore une fois, une personne à qui va arriver un pépin ne va pas réagir au stress, ne va pas avoir le même niveau de stress qu'une autre personne. Donc, il y a un biais déjà dans l'échelle de Holmes. Mais c'est un bon indicateur pour montrer aux gens qu'en fonction des événements qui se produisent dans leur vie et qui peuvent s'additionner, c'est ça aussi qui va être intéressant, vous allez avoir un niveau de stressabilité qui va augmenter, qui va être très, très important et qui peut éventuellement dépasser les capacités d'adaptation de l'organisme. Ensuite, vous avez un chercheur français, Henri Laborie, qui à partir de 84 a commencé à développer des concepts très intéressants après avoir compris comment le stress instinctif se caractérise, notamment au travers de 3 comportements basiques qui sont vraiment des instincts primaires qu'on a par rapport à un danger qui peut se présenter au quotidien. Donc, la première des réactions que Laborie décrit, c'est la fuite. Donc, la fuite, ce n'est pas forcément la fuite telle qu'on l'imagine au sens de fuir devant un animal, un prédateur, quelqu'un qui nous veut du mal. Ça peut être tout simplement la fuite qu'on peut avoir face à une interaction sociale qui ne nous plaît pas, qui est déplaisante. On va revenir sur ce point juste après. Et donc, qui va favoriser l'évitement du dialogue, qui va générer une anxiété immédiate ou de l'angoisse, ou qui peut éventuellement se terminer par de la fuite physique. Je quitte le bureau, je m'en vais en claquant la porte, voilà, je fuis la discussion, le dialogue. Ça va se manifester là par de la gêne, de la confusion, des palpitations, de l'agitation ou éventuellement du regard fuyant. Quand vous vous adressez à quelqu'un et qui regarde à droite, à gauche, oui, j'entends, je comprends. Voilà, là, vous êtes face à quelqu'un qui est dérangé par ce que vous êtes en train de lui dire ou les arguments que vous êtes en train de lui apporter. Et donc, son attitude est déjà en train de traduire qu'il est dans un état de stress modéré par rapport à l'interaction que vous avez avec lui. Suite à ça, vous passez dans un autre méta-instinct si la fuite n'est pas possible, c'est la lutte. Donc, elle va se manifester par la menace, la colère ou le combat, si c'est nécessaire, voilà. Et donc, on va avoir des manifestations physiques comme l'impatience, l'irritabilité, des tensions musculaires dans le corps. Et donc ça, c'est également très important de l'intégrer parce que les menaces dans une altercation, tout le monde les a entendues, le ton monte, on menace l'autre de représailles, on va vraiment essayer de l'intimider. Et tout ça va laisser des traces au niveau de l'état de tension du corps. Donc, si vous êtes, par exemple, dans une relation individuelle avec un partenaire au travail et que, de base, vous êtes dans un état de lutte perpétuelle parce que vous n'êtes pas en accord avec les valeurs de votre entreprise, vous comprenez que vous allez commencer à accumuler des tensions physiques, donc des tensions musculaires, etc. Pourquoi? Parce que votre corps, votre cerveau perçoit finalement que l'environnement dans lequel vous évoluez crée un état de lutte chez lui. Et par conséquent, vous accumulez de la tension physique parce que cette tension physique, elle est nécessaire pour éventuellement vous battre, donc résister à des coups, ou éventuellement fuir en courant, etc. Donc, le niveau de tension physique, vraiment, il permet de comprendre pourquoi on a les épaules tendues. On pourrait reparler également de l'ergonomie au travail, mais j'essaie de vous brosser un panorama global. Et enfin, le dernier méta-instinct que Laborie décrit, c'est l'inhibition. C'est-à-dire lorsque les deux méta-instincts précédents, la fuite ou la lutte, ne sont pas possibles, à ce moment-là, on rentre dans un état d'inhibition, c'est-à-dire qu'on est dans une forme de soumission, de découragement, on a de l'apathie, on éprouve de la tristesse, et ça va se manifester physiquement par de la fatigue, de la lassitude, des pleurs et de la résignation. Donc ça, c'est vraiment très, très important parce que, comme on va le voir juste après, je change de diapo,
la suite en fait logique de l'histoire du stress, c'est que on va découvrir comment les méta-instincts de Laborie et puis toute l'approche de Seyel sur la conceptualisation du stress va bénéficier de l'apport de la psychologie comportementale, sociale et des neurosciences. Donc, ces sciences, elles vont permettre de comprendre et d'intégrer la place des différents types de personnalités. Encore une fois, on n'a pas tous le même vécu et donc on n'a pas la même construction psychologique face à l'adversité et donc on n'aura pas la même réaction, les mêmes réactions face au stress et la même mise en place des méta-instincts dont je viens de vous parler, de Laborie. Donc, l'équilibre ou le déséquilibre entre les efforts fournis et les récompenses qu'une personne retire de son exposition à des facteurs de stress au travail, et incluant la rémunération, le statut, le pouvoir, la reconnaissance. Donc, encore une fois, ces sciences sociales vont permettre de comprendre pourquoi des gens sont capables de s'infliger des choses qui sont désagréables, donc qui vont leur générer beaucoup de stress, par rapport, encore une fois, à l'équilibre qu'elles perçoivent entre la nécessité pour elles de continuer à entretenir finalement le rapport qu'elles ont avec le stress en question, ça peut être le travail au quotidien, ou pas, la relation, même si elle est toxique, etc. Donc, la place de l'individu dans un groupe social, le couple, c'est ce qu'on appelle les transactions relationnelles et le rapport de force qui va être stressant et qu'on va devoir mettre en place, donc stress instinctif du modèle de Laborie. Donc, encore une fois, on peut être dans des situations de fuite, de lutte et d'inhibition, que ça soit au travail, dans notre relation de couple, dans nos relations en fait sociales, simplement pour faire partie du groupe et pour relativement nous permettre d'exister dans quelque chose qui, de façon plus générale, assure une forme de sécurité. C'est beaucoup plus psychologiquement rassurant pour un individu de faire partie d'un groupe, même si il a l'impression que certains aspects de sa présence dans le groupe peuvent être toxiques pour sa psychologie, plutôt que finalement être exclu du groupe. Et c'est ce qui explique pourquoi on est capable de tolérer un certain nombre de choses. Donc, dans les années 90-2000, il y a eu une définition du stress qui a été un petit peu plus précise et qui a été élaborée. Donc, c'est l'incapacité à s'adapter à des événements possédant isolément ou ensemble un caractère de nouveauté, survenant de manière imprévisible, échappant au contrôle, portant préjudice à l'ego ou à notre statut dans un groupe. Donc, on appelle ça, c'est la même slide, c'est pas grave. Donc, je répète, l'incapacité à s'adapter à des événements possédant isolément ou ensemble, donc contrôle faible ou échappant au contrôle, imprévisible, nouveauté, égo menacé ou portant préjudice à l'ego ou à notre statut dans le groupe, que vous pouvez un petit peu retenir sous l'acronyme CINE. CINE, donc c'est contrôle faible, imprévisible pour le I, N nouveauté et égo menacé. Donc, chaque jour, on va être exposé à des situations ciné dans notre quotidien. Ces situations, elles peuvent être isolées, c'est-à-dire vous pouvez être touché par une situation où vous avez un contrôle faible dessus, mais ce n'était pas forcément imprévisible. Vous partez en retard, par exemple, à votre boulot. Vous savez que à partir de 10 minutes, si vous partez 10 minutes plus tard, vous allez être confronté à des embouteillages, donc il n'y a pas d'imprévisibilité, vous le savez. Par contre, vous êtes dans la situation du contrôle faible. Et donc, malgré tout, vous allez subir un petit peu l'énervement, parce que ça ne va pas assez vite, parce que vous êtes en retard. Et donc ça, vous mettez en place les méta-instincts dont je vous ai parlé. Donc là, on va plutôt passer en méta-instinct de lutte. On va se mettre en colère dans sa voiture, on va serrer plus fort le volant, etc. Et donc, ces situations ciné, elles peuvent être s'additionner. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des situations qui vont cumuler un contrôle faible, s'additionner à de l'imprévisibilité, ce n'était pas du tout prévu, à de la nouveauté et à un ego menacé. Donc, par exemple, ça peut être si vous êtes salarié dans une société, brutalement, vous pouvez avoir une situation problématique qui nécessite immédiatement
que tout le monde réagisse. Donc, vous avez un contrôle faible dessus parce que vous ne savez pas trop ce qui vous arrive. Vous devez identifier en fait le problème. Ensuite, c'était imprévisible, vous ne l'aviez pas prévu. Et c'est nouveau. Donc, il va falloir se mettre il va falloir développer des stratégies psychologiques pour ne pas subir la situation, mais pouvoir y répondre de façon adaptée et cohérente. Et en fonction du problème que vous avez, vous pouvez perdre en notoriété. C'est le concept de ego menacé. Donc, j'essaie de vous brosser ce tableau pour que vous compreniez bien en fait que ces situations ciné, on en a tous les jours, plus ou moins. Donc, en fonction des jobs qu'on a, on va être confronté à plus ou moins de situations ciné. Et donc, plus vous allez accumuler de situations ciné, plus ça va poser un problème dans, on va dire, votre physiologie. Donc, concept d'homéostasie et de charge interne. Là, on a vu qu'on était soumis à beaucoup de situations ciné, donc beaucoup de situations qui peuvent être stressantes physiquement et surtout psychologiquement. Mais le premier des stress auxquels l'organisme doit faire face tous les jours, c'est le contrôle de l'homéostasie. C'est-à-dire que l'objectif de chaque cellule, de chaque système auquel elles appartiennent et de l'ensemble que nous formons est de chercher à s'adapter, à maintenir un équilibre dynamique global en permanence. Et donc, cette capacité à s'auto-réguler et à s'adapter en permanence, c'est ce qu'on appelle en biologie l'homéostasie. Chaque système de notre organisme possède des valeurs physiologiques optimales et doivent rester stables afin de nous maintenir en parfaite santé. Dans le cas contraire, leur déséquilibre représente une charge interne, un stress interne à l'organisme. Et parmi les grands systèmes et équilibres fondamentaux, vous retrouvez l'équilibre cardio-respiratoire, l'équilibre nerveux, l'équilibre postural et musculaire, l'équilibre hormonal, l'équilibre énergétique, l'équilibre glycémique, l'équilibre intestinal et immunitaire et l'équilibre acido-basique. Et l'ensemble en fait de ces systèmes, ils ne fonctionnent pas de manière isolée, ils sont en interconnexion en permanence les uns avec les autres. Donc il y a ce qu'on appelle des boucles de rétrocontrôle qui doivent se faire entre le cerveau et les systèmes via un mécanisme d'information et de rétro-information qui circule. Mais en plus, ces systèmes, ils communiquent de manière bilatérale, c'est-à-dire ils communiquent entre eux et donc ils vont interagir entre eux. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir une perturbation de la glycémie, vous allez avoir une perturbation hormonale. Lorsque vous allez avoir une perturbation du système nerveux, vous allez avoir une perturbation du système cardio-respiratoire et éventuellement hormonal et éventuellement énergétique, et ainsi de suite. Donc, c'est très, très important à la base de revenir sur le contrôle de ces systèmes. Et pour cela, on va mettre en place… Donc là, je vous ai proposé une vision, on va dire, très intégrative du stress, bien entendu très résumée, mais vous avez des grands points qu'on peut rapidement passer en revue. Donc, les cadrans principaux, c'est la dérégulation de la glycémie qui va avoir des impacts très, très importants et qui représente un vrai stress. Donc, la glycémie, taux de sucre dans le sang. Et donc, votre organisme va devoir en permanence contrôler la charge glycémique en fait auquel il est exposé. Et cette charge glycémique, elle va être finalement influencée par le niveau de stress qu'on peut avoir à la fois avant le repas et également durant le repas. Elle va également être influencée par les heures des repas et elle va également être influencée par les choix alimentaires qu'on va faire, c'est-à-dire éventuellement comment le niveau de glucides qu'on va consommer, est-ce qu'on va consommer des glucides avec un index glycémique plus ou moins haut ou bas, dans quelle quantité, et donc les deux vont donner ce qu'on appelle une charge glycémique. Donc tout ça va avoir un impact très 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 important qui, s'il n'est pas maîtrisé, va donner finalement du surpoids, puis progressivement de l'obésité. Lorsque vous avez une dérégulation de la glycémie, vous avez également des signaux inflammatoires qui vont se mettre en place. On va développer des phénomènes d'inflammation chronique. Mais ces phénomènes d'inflammation chronique, ils sont également issus de déficits en micronutriments, de problématiques autour de la muqueuse intestinale, de pathologies inflammatoires autour des articulations
ou des tendons. Ça peut être également des problématiques cardiovasculaires qui vont induire en fait des molécules signalétiques qui sont pro-inflammatoires. On va avoir certaines maladies qui vont augmenter les signaux inflammatoires, les allergies qu'on peut avoir, notamment les allergies printanières. On peut avoir des maladies infectieuses qui vont faire flamber, entre guillemets, les signaux inflammatoires dans le corps. Et quelque chose qui est très important aussi, qui est souvent sous-estimé, l'entraînement excessif ou la sédentarité. C'est-à-dire, si vous vous entraînez beaucoup ou si vous vous entraînez pas du tout, vous risquez de développer des phénomènes d'inflammation chronique par des mécanismes qui sont différents. Et en ce qui concerne la sédentarité ou l'entraînement, vous avez ce qu'on appelle une courbe en J, c'est-à-dire ici vous avez la sédentarité, ici vous avez un entraînement qui va être modéré et qui va être anti-inflammatoire, et par contre lorsqu'on va aller vers une pratique sportive trop intensive par rapport à nos capacités, on va avoir justement des mécanismes pro-inflammatoires qui vont se mettre en jeu. Ensuite, vous avez les perturbations circadiennes. Donc, les perturbations circadiennes qui peuvent elles-mêmes découler d'un grand nombre de choses. Donc, par exemple, le passage à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, le décalage horaire quand vous voyagez d'un pays à l'autre qui sont très éloignés, les décalages au travail pour les gens qui font les 3-8 ou qui travaillent de nuit, l'exposition aux réseaux sociaux à la lumière bleue, particulièrement en fin de journée, parce que ça va, encore une fois, perturber la libération de la mélatonine, l'utilisation d'une dose de caféine excessive dans la journée, la douleur également, lorsque vous avez des problèmes de douleurs chroniques, de douleurs articulaires chroniques, etc. Ça va perturber le sommeil. Et puis, vous avez également tous les problèmes d'apnée du sommeil qui peuvent elles-mêmes découler de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, et qui vont également perturber le sommeil et les rythmes circadiens. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le stress perçu, qui lui est vraiment associé à la charge mentale et émotionnelle, donc la charge qu'on va devoir traiter mentalement toute la journée, et tous les problèmes de stress professionnel, donc le manque de reconnaissance au travail, la diminution de sens, la diminution du sens des relations, les biais cognitifs qu'on peut avoir chacun et qui peuvent varier d'un individu à l'autre. Et vous allez avoir également des éléments beaucoup plus métaboliques qui sont la baisse de certains niveaux d'hormones au niveau cérébral, comme la DHEA, la prégnénolone, l'allostérone, ou encore les dérèglements de l'axe hypothalamus-hypophyse, mais également des déficits en sérotonine ou des déficits en dopamine ou des déficits en GABA, ou alors des niveaux de glutamate qui vont être trop importants. Donc ça, c'est pour que vous ayez vraiment une vision d'ensemble de ce qui peut générer en fait du stress et qui reste relativement sous notre contrôle grâce aux fondations de la santé qu'on va voir. Donc, pour résumer, on a une charge interne qui est liée à toutes les fonctions de notre homéostasie. On a un stress perçu qui peut être modifié par rapport à toute situation ciné. Et donc, on va avoir soit des possibilités d'adaptation ou de désadaptation. Donc, la charge interne charge interne et stress perçu vont s'additionner. Donc, chaque jour, notre organisme doit à la fois gérer l'équilibre de ses fonctions vitales, plus la charge quotidienne habituelle, donc faire ses courses, le ménage, s'occuper des enfants, aller et revenir au travail, éventuellement faire son sport, aller voir des amis, etc. Donc ça, c'est la charge quotidienne. Ensuite, vous avez toutes les situations ciné. Pour rappel, situations avec un contrôle faible, qui sont imprévisibles, nouvelles, et donc qui vont potentiellement menacer votre ego, plus l'exposition aux stress environnementaux, qu'on va regrouper, qui regroupe plutôt les pesticides, l'exposition aux perturbateurs endocriniens du quotidien. Donc, perturbateurs endocriniens, c'est tous les parfums d'ambiance qu'on peut avoir dans nos environnements, donc que ça soit aux toilettes, pour faire le ménage, tous les produits, on va dire, d'entretien qui ne sont pas naturels et qui vont contenir en fait des perturbateurs endocriniens qui vont également représenter une charge pour l'organisme. La pollution sonore, lorsqu'on est dans des environnements qui sont très très bruyants, au bout d'un moment, ça augmente la perception de niveau de stress, ça perturbe, on va dire, le fonctionnement cognitif.
La pollution électromagnétique, donc ça c'est encore discuté, il y a de plus en plus de preuves qui convergent pour dire que ça représente un stress pour l'organisme. Et ensuite, vous avez la pollution cognitive, c'est-à-dire l'hyperconnectivité aux réseaux sociaux, et qui, elle, va plus agir sur le fait qu'on a un volume d'informations, on a accès à un volume d'informations que le cerveau n'est pas capable de retraiter, et qui va saturer en fait notre mémoire de travail, et donc représenter un stress au niveau cognitif, parce qu'on va pas pouvoir, on aura la perception qu'on ne peut pas contrôler des situations qui d'habitude sont, on va dire, sous notre maîtrise, sous notre contrôle. Donc, trop de réseaux sociaux, finalement, va représenter un stress au niveau cognitif. Donc, l'équilibre des fonctions vitales, s'il n'est pas soutenu par les fondations de la santé qui sont mieux dormir, mieux respirer, mieux manger, mieux bouger et mieux penser, tout ça va faire qu'on va dépasser les capacités d'adaptation de l'organisme et donc développer un stress chronique, donc rentrer dans une phase de stress chronique. Là, je vous ai mis l'impact de toutes les situations ciné et ce que ça va avoir comme effet au niveau de la sécrétion en fait de neurotransmetteurs, etc. au niveau du cerveau. Donc, dès que vous êtes face à une situation ciné, vous allez libérer un petit peu d'adrénaline et puis, simultanément, vous allez perdre un petit peu de magnésium parce que le corps essaie, et de zinc, parce que le corps essaie de régénérer, enfin de s'adapter rapidement à la situation. Et donc, pour ça, il va libérer, il va utiliser beaucoup de magnésium pour certains fonctionnements cellulaires. Donc, si le stress, on va dire, perçu est relativement vite résolu, la courbe ici d'adrénaline, elle va redescendre, on va revenir à un état de normalité. En revanche, si la situation perdure ou si les stress, les situations ciné s'accumulent, à ce moment-là, on va rentrer dans une phase de résistance parce que les niveaux de stress sont trop importants pour l'organisme. Et donc là, vous allez commencer à sécréter du cortisol, ici. Et en parallèle de ça, vous allez sécréter de la sérotonine. La sérotonine, combinée au cortisol, va permettre, si vous voulez, de mieux tolérer le passage dans un état un petit peu de stress chronique. Donc la sérotonine va essayer de nous apporter un certain bien-être, une certaine capacité à pas trop s'en faire. Voilà, on sent bien que la situation elle est un peu compliquée. Elle va s'installer ou elle s'installe un petit peu dans le temps, mais on a encore des capacités à pouvoir y faire face. Ça, c'est la sérotonine qui va nous aider un petit peu à ça. Mais le paradoxe, c'est que on va avoir une déplétion de magnésium et de zinc qui vont être de plus en plus importantes si elles ne sont pas comblées. Lorsque le stress chronique perdure trop dans le temps, on va rentrer dans une phase de burn-in. Donc, c'est une phase où vraiment on est dans un état psychologique où le niveau de tension psychologique devient très, très important. Et à mesure que ce stress psychologique, la perception de ce stress psychologique est important, vous allez avoir la sécrétion de cortisol qui va augmenter et en parallèle, vous allez avoir un effondrement de la dopamine. Donc, techniquement, dans cet état-là, vous commencez à plus avoir suffisamment de dopamine pour éprouver l'envie de vous battre, l'envie en fait de résister à ce qui vous arrive. Et c'est là qu'on commence à avoir un premier effondrement au niveau de notre psychologie face au stress qui dure. Et ensuite, vous avez le burn-out, c'est-à-dire l'état où, après l'augmentation exponentielle du cortisol, vous allez avoir son effondrement. Et en parallèle, vous allez avoir l'effondrement de la dopamine. Et donc là, vous vous retrouvez dans des états où les gens décrivent en fait ne plus avoir ni l'énergie de sortir de leur lit le matin, ni l'envie de quoi que ce soit. Donc ça, c'est des états qui sont assez dangereux physiologiquement et également psychologiquement parce que ils peuvent nous mettre dans un état de détresse psychologique très très important et même pousser certaines personnes à se suicider. Donc c'est très très important de connaître un petit peu ce graphique et d'essayer d'avoir des outils pour aider les gens, si vous êtes dans des consultations, à au moins vous, à savoir dans quel état ils sont. Mais on va revenir là-dessus au fur et à mesure.
Donc, pourquoi c'est important d'avoir abordé ce schéma et surtout de vous parler de cortisol? Toutes les situations ciné vont consommer du magnésium et du zinc. Tous deux sont fondamentaux pour la fabrication et la régulation de la sérotonine. Donc, si je n'ai pas suffisamment de magnésium de base, si je suis carencé en magnésium et en zinc de base, je vais avoir des niveaux de sérotonine qui seront plus faibles que d'autres personnes chez qui ces réserves sont beaucoup mieux régulées via l'alimentation ou via la complémentation. Donc, le pic de sérotonine en phase de résistance ou stress chronique nécessite qu'il n'y ait pas de carence en magnésium et en zinc. Dans le cas contraire, le pic est moins grand et on passe en phase d'épuisement plus rapidement. Donc ça va nous aider également à comprendre que plus on est face à des gens qui cumulent les stress et qui sont dans des stress chroniques depuis longtemps, plus leur niveau de résistance au stress devient extrêmement faible et chaque situation ciné qui va s'accumuler dans leur vie va devenir de plus en plus problématique pour eux. Donc vous pouvez avoir des gens qui vont se noyer, entre guillemets, dans une flaque d'eau, simplement parce qu'ils sont déjà dans un stress chronique depuis trop longtemps, avec probablement des niveaux de sérotonine qui s'effondrent et des niveaux de magnésium, de zinc qui ne permettent plus en fait d'aider le corps à s'autoréguler. Le cortisol fait partie de l'axe HPA, hypothalamique pituitary adrenal axis, ou en français, axe hypothalamus hypophyse surrénal. Le cortisol est fondamental pour l'organisme, donc le cortisol il va vraiment intervenir dans la réduction de l'inflammation, il va participer à la régulation de la glycémie dans la journée. Il est naturellement libéré tôt le matin, puis il va décroître progressivement dans la journée, et nos mauvaises habitudes de vie vont impacter négativement sa sécrétion naturelle. Donc le matin, ce qui va nous réveiller, ce qui va entre guillemets, nous activer le matin, c'est le pic de cortisol qu'on a vers 5h30, 6h, 6h30 selon les individus et qui va vraiment monter en flèche et qui va être un petit peu le booster de notre journée. Donc déjà, si on n'a pas ce pic ou s'il est trop faible, parce qu'il y a des perturbations de l'axe HPA, à ce moment-là, on va avoir une perturbation du cycle du sommeil, une perturbation du rythme circadien et donc entraîner des perturbations sur tous les autres systèmes que j'ai décrits un petit peu précédemment. Donc, par contre, ce qui est important de garder en tête absolument, c'est que l'idée, c'est pas de faire disparaître le cortisol, parce que le cortisol, on en a réellement besoin, c'est une hormone qui est fondamentale pour l'organisme. C'est plus son excès, notamment avec l'addition des facteurs de stress internes et externes, qui va poser problème, surtout lorsqu'on atteint des niveaux d'épuisement chronique. Donc, on a une relation entre la glycémie et le cortisol qui doit être également gardée en tête. Les fluctuations importantes de la glycémie sont un stress. Après un repas dont la charge glycémique est élevée et l'apport en glucides supérieur à nos besoins vitaux, cerveau, réserve de glycogène hépatique et musculaire, si l'excédent est, entre guillemets, on n'a pas une régulation de notre charge glycémique, l'excédent va être stocké sous forme de graisse de réserve. Lorsque la glycémie devient trop basse, on sécrète du cortisol pour libérer du glucose et des graisses. Après le pic de stress, l'excès de cortisol déclenche un signal de faim pour reconstituer nos réserves. C'est les fringales qu'on peut avoir aux alentours de 16h, 17h et qui témoignent en fait d'un excès de cortisol, que trop de cortisol a été sécrété, soit parce qu'il y a eu trop de situations ciné dans la journée, soit parce qu'on a eu trop de variations de la glycémie dans la journée. Et donc, on a des fringales autour de 16, 17h en partie pour réguler en fait ces niveaux-là. Mais lorsque le cortisol est chroniquement élevé, du glucose est libéré de façon chronique. Cette situation diminue la sensibilité des récepteurs à l'insuline dans un premier temps, ce qui va favoriser leur dégradation, générant de la résistance à l'insuline, puis un syndrome métabolique. Donc là encore, un lien vraiment très très important entre des niveaux en fait de cortisol et une variation de la glycémie qui va émousser finalement les capteurs, les récepteurs à l'insuline dans l'organisme. Alors, une autre chose qui est importante et qui est liée en fait au niveau de graisse de réserve qu'on peut avoir, c'est que le cortisol, il est principalement fabriqué par les glandes surrénales, mais il peut être également fabriqué par les graisses viscérales, par une enzyme appelée 11-HSD,
Donc, c'est une enzyme qui va agir sur les adipocytes et qui va fabriquer en fait du cortisol. Et donc, plus on a finalement de graisse viscérale, plus on va générer du cortisol, ce qui doit nous alerter sur le fait de contrôler le surpoids éventuel qu'on peut avoir ou d'aider les gens à contrôler sur ce surpoids, à perdre du poids. Voilà. L'excès de cortisol augmente le stockage des graisses au niveau viscéral. Les graisses viscérales augmentent l'inflammation chronique et l'inflammation chronique génère la libération de cortisol pour le réguler. Et donc là, on a la création d'un cercle vicieux. Autre notion très très importante à garder en tête sur le cortisol, c'est sa relation avec la thyroïde. Donc l'axe HT hypothalamo-hypophysaire thyroïdien régule presque toutes les principales fonctions métaboliques du corps grâce à l'action des hormones thyroïdiennes, régulation du métabolisme cellulaire, contrôle de l'énergie musculaire et de la température du corps, action dans la régulation de l'humeur, du rythme cardiaque, des mouvements du tube digestif, notamment chez l'enfant. Les hormones thyroïdiennes participent également à la croissance et au développement du corps. Cependant, la thyroïde et le fonctionnement de son axe sont très sensibles, peuvent être perturbés par de nombreux facteurs, notamment les perturbateurs endocriniens, les pesticides, qui occupent la place des hormones thyroïdiennes sur leurs récepteurs présents dans toutes les cellules. Et les carences en magnésium, zinc, sélénium, fer, iode, vitamine D, vitamines du groupe B sont également problématiques parce qu'elles vont générer un fonctionnement thyroïdien qui va être altéré. Donc, c'est très, très important d'éviter ce type de carence. Donc, à garder en tête sur le cortisol et la thyroïde, le cortisol et la thyroïde fonctionnent de pair dans une relation d'interdépendance. Le cortisol est nécessaire afin d'augmenter les récepteurs thyroïdiens et trop de cortisol entraînera une baisse des hormones thyroïdiennes actives, ce qu'on appelle les T3. Donc, diminution ou impossibilité de la combustion des graisses, surpoids ou obésité, inflammation chronique et donc stress. Et trop peu de cortisol, lorsque sa libération s'épuise après des années de stress chronique, diminuera le nombre ou la sensibilité des récepteurs thyroïdiens des cellules et donc l'action des hormones T3 dans le corps, ce qui va à nouveau générer un stress. Les traumatismes émotionnels et les troubles du stress post-traumatique peuvent nous laisser coincés en mode hypervigilance et de stress chronique, et cet état contribue aux maladies inflammatoires auto-immunes, notamment l'une des maladies auto-immunes les plus courantes dans le monde, la thyroïde d'Hashimoto. Donc, on va voir rapidement l'impact en fait des différentes fondations de la santé. Donc, lorsque vous manquez de sommeil, vous allez avoir en fait un impact sur plein de fonctions cellulaires, de fonctions, on va dire, organiques qui sont très, très importantes. Vous allez avoir une perturbation du métabolisme avec une augmentation en fait du tryptophane, de la kinirunine et une diminution de la mélatonine. Vous allez avoir une suractivation sympathique avec une augmentation de l'adrénaline, une augmentation de l'hypervigilance et donc une augmentation du stress perçu. Ensuite, ça va entraîner une altération et une suractivation de l'axe HPA, qui est l'axe du stress avec l'hypothalamus et l'hypophyse, et donc une augmentation du cortisol. Ensuite, vous allez avoir un stress oxydatif qui va augmenter les niveaux de radicaux libres, ce qui va entraîner une activation de l'inflammation et notamment une augmentation de certains marqueurs de l'inflammation, de certains qu'on appelle IL-6 et TNF-alpha. Et vous allez avoir une altération de la sécrétion de certaines hormones comme une diminution de la leptine, une augmentation de la diponectine et de la gréline qui vont augmenter la faim. C'est-à-dire lorsqu'on manque de sommeil, généralement on a plus faim, on a beaucoup plus d'incapacité à contrôler ses pulsions alimentaires. Et tout ça va entraîner de la résistance à l'insuline, un dysfonctionnement des cellules bêta du pancréas, une intolérance au glucose et un diabète de type 2 ou potentiellement un syndrome métabolique, ce qui va générer un stress organique et qui va perturber le sommeil. Ensuite, vous avez l'utilisation des respirations. Donc, les respirations, le travail respiratoire, j'ai coutume de dire que c'est une porte d'entrée en fait au niveau de notre corps et de notre esprit. Ça veut dire que on va pouvoir consciemment agir sur notre respiration et ce travail conscient sur notre respiration
va avoir des effets positifs sur notre physiologie. Donc, le travail, moi j'appelle ça les respirations méditatives, c'est-à-dire des respirations qu'on va coupler à un travail un petit peu de mindfulness. Mais vous pouvez également retrouver du travail respiratoire dans des pratiques comme les MAC, qui sont les mobilisations articulaires contrôlées, ou du yoga, où finalement on va être dans une forme de respiration active, c'est-à-dire on va prendre des positions et on va respirer dans ces positions. Et ce travail respiratoire, il va avoir des impacts très très importants parce qu'il va diminuer l'activation et la réactivité de notre système du stress. Ça va augmenter la stimulation du nerf vague. On va avoir une augmentation de la sensibilité à l'insuline. On va avoir une augmentation de la tolérance au glucose et on va avoir une diminution des graisses viscérales. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, un excès de graisse viscérale va entraîner la fabrication de cortisol et créer un cercle vicieux. Ça va nous faire diminuer les niveaux d'inflammation, la fréquence cardiaque et donc la tension artérielle. On va avoir l'activation du mode par défaut qui va être diminuée et l'activation de l'insula, et non pas l'insuline. Donc ça va permettre de diminuer les ruminations et l'anxiété, et ça va augmenter ce qu'on appelle la conscience corporelle et émotionnelle. C'est-à-dire que je vais être plus capable de pouvoir mieux ressentir mon corps dans l'espace, mais également être affiné mes perceptions émotionnelles et donc avoir des réactions émotionnelles un peu plus justes par rapport à certaines situations. C'est pour ça que lorsqu'on apprend à maîtriser sa respiration quand tout va bien, ça va nous permettre d'utiliser la respiration quand tout va mal pour pouvoir aider le corps à se réguler et ne pas subir les situations ciné, les situations de stress auxquelles on est confronté. Et donc, ça va également, grâce à l'augmentation de la sérotonine, de la DHEA et du GABA, aider à un plus grand calme et un plus grand contrôle de nos pulsions. On va dire toutes les pulsions, pulsions émotionnelles, pulsions alimentaires, etc. Ensuite, vous avez le fait de mieux bouger, qui va avoir des actions fondamentales, encore une fois, sur une multitude en fait, de systèmes. Donc, s'il y a vraiment une habitude qu'il faut absolument demander aux gens d'utiliser, de mettre en place chaque semaine, c'est vraiment le fait de faire du sport plus régulièrement, idéalement un petit peu quotidiennement en utilisant différentes pratiques, parce que ça va me permettre de réguler énormément de choses dans l'organisme de façon positive et de diminuer l'impact de beaucoup de choses qui sont problématiques et qui interviennent notamment dans notre perception du stress. J'essaie d'aller vite parce que j'ai pris un peu de retard. Et avant-dernière fondation de la santé, c'est le fait de travailler sur l'approche alimentaire. Donc, encore une fois, je vais pouvoir, grâce à l'utilisation de certains grands principes alimentaires qui sont le fait de manger consciemment, de travailler éventuellement sur la respiration, le fait de prendre des temps de respiration durant mon repas ou avant le repas, le fait de manger lentement, de mastiquer, de bien choisir mes aliments, tout ça va avoir des interactions et des implications très, très importantes sur l'amélioration de la digestion, sur la santé intestinale, sur la diminution de mon exposition aux pesticides, parce que je choisis mieux mes aliments, y compris aux perturbateurs endocriniens. Le fait d'optimiser ses repas avec des ratios particuliers en fonction de son niveau d'activité, notamment essayer d'augmenter les niveaux de protéines, la part des légumes, des fruits, le bon ratio des graisses, entre notamment l'équilibre des graisses oméga 6, oméga 7, oméga 3, le fait d'intégrer beaucoup plus d'épices et d'aromates va encore une fois agir sur une multitude de choses dans l'organisme. Donc, je ne peux pas tous les citer, mais vous pourrez regarder une fois de plus la présentation pour replonger là-dedans. Et donc, là encore, on va avoir des impacts très importants au niveau de l'ensemble du corps et notamment sur à la fois la perception et la capacité à s'adapter au stress, mais également sur plein d'autres risques de facteurs. Et la dernière fondation, on va dire, de la santé, c'est la fondation de
mieux penser et donc mieux appréhender son quotidien, son existence, en essayant de mettre en place des stratégies que je vous ai décrites. Pour moi, le fait d'utiliser les respirations méditatives, c'est vraiment un game changer. Et aujourd'hui, on sait qu'avec seulement 5 à 10 minutes par jour de méditation, on a des effets concrets au niveau cognitif, au niveau de la régulation d'un certain nombre de choses au niveau du cerveau, mais également au niveau de notre physiologie. Ensuite, vous avez voilà, tout un tas d'outils qui peuvent être la planification, l'organisation, la bonne définition de ses objectifs, des solutions comme anticiper les problèmes et immédiatement proposer des solutions, ce qui permet d'avoir un meilleur contrôle des situations ciné si elles se présentent. Anticiper et visualiser les bénéfices qu'on va pouvoir mettre en place avec les stratégies précédentes. Apprendre à dire non, ça c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, mais c'est important notamment en entreprise ou dans nos relations personnelles d'apprendre à dire non, parce que si on ne dit pas non, on est un petit peu embarqué dans des choses qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on n'aurait pas voulu faire. Et donc, on déclenche les méta-instincts de Laborie que j'ai décrits un peu plus tôt. Voilà, après, vous avez tout un tas d'autres choses qui vont agir finalement, encore une fois, sur des facteurs au niveau psychologique qui vont m'aider à réguler à la baisse soit les niveaux de stress, le stress perçu, soit tout simplement des choses qui se passent au sein du cerveau, notamment l'équilibre de certains neurotransmetteurs, etc. J'essaie d'aller vite parce que j'ai pris beaucoup trop de temps. Donc, on en vient en fait à l'utilisation en fait, des compléments alimentaires. Je vais passer assez rapidement ça. Les compléments alimentaires, en gros, on va en avoir besoin de nos jours parce que comme on est confronté à des niveaux de stress qui sont beaucoup plus importants qu'auparavant, soit à cause des situations ciné dont je vous ai décrites, soit tout simplement parce que les gens ne font pas suffisamment attention aux fondations de la santé, parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils ne sont pas au courant. À ce moment-là, on va surconsommer un certain nombre de vitamines, de minéraux, de micronutriments. Notre alimentation ne contenant pas suffisamment aujourd'hui certaines de ces vitamines et certains nutriments, on risque d'être exposé assez rapidement en fait à des déficits. Et donc nous, chez NutriPure, lorsqu'on finalement on est face à des situations de stress, les premiers compléments qu'on recommande absolument, c'est ce qu'on appelle les incontournables. Je vous fais une description rapide. Le multivitamine va m'apporter des vitamines du groupe B, du Q10, du zinc, qui sont un apport de sécurité et un apport de sécurité en magnésium. C'est pour nous un couteau suisse cellulaire. Ça va intervenir un petit peu partout dans l'organisme et dans toutes on va dire les réactions cellulaires. Le magnésium, on a vu qu'il était extrêmement utilisé et brûlé lorsqu'on était face à des situations ciné, ce qui est le quotidien aujourd'hui de n'importe quel individu. Et donc, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui surconsomment du magnésium, enfin qui en surconsomment intérieurement et donc dont les niveaux de carence sont très, très importants. D'autant qu'on sait également que vous avez une réactivité qui est différente d'un individu à l'autre. Au stress, ça on l'a déjà dit, mais qu'il y a aussi des gens qui, d'un point de vue génétique, vont mal fixer le magnésium et donc vont avoir des niveaux de magnésium à consommer qui vont être beaucoup plus importants. La vitamine D, qui est un hormone neurostéroïde qui est indispensable, qui va également rentrer dans la régulation des neurotransmetteurs. Les carences en oméga 3, si on a des carences en oméga 3, on va avoir une augmentation de l'inflammation. Et cette inflammation va agir négativement au niveau épigénétique, en induisant un dysfonctionnement du circuit de la récompense avec une altération de la transmission dopaminergique, entraînant une baisse de l'envie, du plaisir, de la motivation et du contrôle des pulsions. Donc, vous vous souvenez que lorsqu'on est face à des stress chroniques, on a la dopamine qui commence à s'effondrer. Lorsqu'on apporte des oméga 3, en plus du magnésium et du zinc qui sont nécessaires pour augmenter les niveaux de sérotonine, on va soutenir en fait les niveaux de dopamine dans les phases de stress et de résistance au stress. Et enfin, on a les probiotiques via le PureBio2 qu'on propose,
qui ont un rôle qui est extrêmement complexe, mais qui vont intervenir dans la régulation du comportement et de l'anxiété en régulant la réponse de l'axe HPA, en modulant à la fois l'activité du GABA, de la sérotonine et de leurs récepteurs au niveau du cerveau. Nous, en première intention, après les incontournables et en période de stress, on va donc avoir tendance à proposer le Neutropure et le Purzen. Le Purzen, c'est notre nouveauté qui va arriver dans une dizaine de jours. Donc, le Neutropure, il va apporter de l'N-acétyl L-tyrosine qui va aider à la fabrication de la dopamine, de la rhodiola, qui est une plante adaptogène et qui va également aider dans la régulation de l'axe HPA, du bacopa, de l'acétylcholine ou de l'Huperzia serrata, qui vont aider également à un meilleur fonctionnement cognitif, à un meilleur état, on va dire, de concentration. Et l'inverse de ça, donc ça va être plutôt l'accélérateur qu'on va prendre le matin si on est en période de stress, comme période d'examen, préparation de dossiers ou autre. Et le soir, on va plutôt prendre quelque chose qui va nous permettre d'agir comme un calmant, comme un frein. Et donc, le Purzen va s'intégrer là-dedans en proposant du GABA, du tryptophane et de la valériane pour justement agir sur les niveaux de GABA cérébraux. Il y a un point très important, parce que je suis très en retard, sur lequel je voudrais revenir. Hop. Donc, un point très très important, c'est que lorsque vous prenez du tryptophane, il faut absolument le recommander avec une activité sportive, parce que le tryptophane, lorsqu'il est mal métabolisé, notamment lorsqu'on est sédentaire ou lorsqu'on est dans des périodes de stress, il va partir vers une voie métabolique qu'on appelle la voie de la kynurénine, et qui en fait peut se transformer en molécule neurotoxique pour le cerveau, sauf lorsqu'on pratique une activité physique. C'est-à-dire que l'activité physique va utiliser une partie du tryptophane ou va utiliser une partie des kynurénines qui ont été formées pour justement former d'autres molécules qui ont des effets anti-inflammatoires sur le cerveau. Donc, le point vraiment à retenir lorsqu'on prend le Purzen et lorsqu'on prend du tryptophane, c'est absolument recommander une activité physique. Ça peut être simplement marcher, ça peut être un peu de renforcement musculaire à la maison, de la musculation, mais utiliser absolument le sport en complément d'un apport en tryptophane. Et derniers acteurs qu'on va pouvoir utiliser, ce sont les plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes, en fait, elles poussent dans un milieu qui est très hostile. Et donc, elles vont contenir des molécules qui vont favoriser son adaptabilité, sa résilience et sa survie. Donc, en période de stress chronique, on va avoir, en fait, différentes zones de l'organisme, différents systèmes de l'organisme qui peuvent être perturbés. Et même avec l'application des fondations de la santé, une bonne application des fondations de la santé, on peut se retrouver dans des états où l'organisme est vraiment dépassé. Et c'est là que les plantes adaptogènes vont rentrer en ligne de compte parce qu'elles vont permettre justement d'agir à de multiples niveaux parce qu'elles contiennent un totum de molécules actives qui vont pouvoir réguler certains gènes, qui vont pouvoir agir au niveau de l'axe HPA, qui vont pouvoir agir au niveau de certains axes neuroendocriniens, c'est-à-dire au niveau de vos hormones, et qui vont, encore une fois, favoriser l'adaptabilité du corps aux situations de stress. Hop, tac, 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 j'essaie d'être synthétique pour que on ait le temps de poser des questions. Alors ça, on reviendra avec Solène. Solène, si vous voulez reprendre la parole ou me poser les questions. Pas de souci. Merci pour la présentation. Je prends juste une petite seconde pour présenter la plateforme SimpliCure pour montrer aux participants comment faire une recommandation via l'outil. Et puis, je vous laisse regarder pendant ce temps-là éventuellement les questions qui ont pu être posées dans la rubrique questions. Pour ceux qui connaissent déjà, vous pouvez aller dans la rubrique questions et éventuellement voter pour celle que vous trouvez particulièrement intéressante. Alors, pour rappel, le webinaire était proposé en association avec la plateforme SimpliCure, qui est une plateforme qui vous permet de faire des recommandations de compléments alimentaires
à vos clients, à vos patients. L'idée, c'est que vous retrouvez une 60aine de laboratoires, dont bien sûr la marque NutriPure sur cette plateforme. Je vous montre un peu comment ça fonctionne en vous partageant mon écran. Voilà. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous allez retrouver notamment tout ce qui est replay des webinaires sur la gauche. Donc, dès cet après-midi, on va vous partager le replay du webinaire proposé aujourd'hui. Vous aurez aussi la présentation en PDF. Pour faire une recommandation, vous cliquez sur « Nouvelle recommandation ». Vous ajoutez des produits à la recommandation pour votre client ou pour votre patient en cliquant sur « Ajouter un produit ». Par exemple, si on veut retrouver les produits de la marque NutriPure, vous allez filtrer par laboratoire ou par marque. Pour ce qui est du produit PureZen, on va l'ajouter dès qu'il sera disponible, donc d'ici une semaine ou deux sur la plateforme. Au niveau des fiches produits, quand vous cliquez sur la vignette, vous avez toujours ces mêmes informations qui sont partagées, un descriptif, la formulation et les conseils d'utilisation du produit. Pour l'ajouter, vous cliquez simplement sur « Ajouter ». Et donc, de cette manière, vous pouvez faire une recommandation avec des produits d'un ou plusieurs laboratoires. Hop, pour l'exemple, je vais mettre 2 produits. Après, vous sélectionnez le client à qui vous souhaitez envoyer la recommandation. Donc, par exemple, hop, je vais faire « Test » ici. Ce que vous pouvez faire maintenant, vous n'êtes même plus obligé d'ailleurs de sélectionner le client. Vous pouvez juste enregistrer la recommandation et venir prendre le lien ici pour l'envoyer à côté dans un mail à part. Et maintenant, c'est également possible d'imprimer en fait votre recommandation pour la partager. Il faut d'abord la sauvegarder, mais pour la partager avec un client qui éventuellement serait en face de vous, vous cliquez sur imprimer. Hop. Et en fait, ce qui va être intéressant ici, c'est qu'après, votre client arrive chez lui et va pouvoir scanner la recommandation et donc passer sa commande de lui-même. Donc, vous n'êtes plus obligé de l'envoyer via la plateforme, mais si vous le souhaitez, vous n'avez qu'à cliquer donc sur « Envoyer » en bas à droite et il reçoit directement donc son mail avec sa recommandation. Donc, voilà pour les points principaux. Sur la plateforme, vous retrouvez donc une 60aine de laboratoires. Vous pouvez faire des recommandations de manière très simplifiée et c'est plus simple pour vos clients, bien sûr, de passer commande par la suite. Il y a également des avantages, donc des réductions notamment, dont vous pouvez faire bénéficier tous vos clients. C'est une plateforme qui est entièrement gratuite, donc je vais vous repartager le lien dans le chat pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas encore, ne sont pas encore inscrits. Et puis sinon, on va pouvoir… Ah oui, je vous invite aussi aux prochains événements. Donc, on a 2 webinaires la semaine prochaine. Le premier avec Biotalasol, puis le second avec Nature Sciences Santé. Donc, on parlera du chrome, le partenaire indispensable de l'insuline. Donc, voilà, on va pouvoir passer aux questions. Je vais vous remettre juste le lien de la plateforme si certains d'entre vous ne le connaissaient pas encore. Dans la présentation, on a vu qu'il y avait aussi un code promo donc à la suite du webinaire qu'on vous enverra dans une petite newsletter dès que le produit PureZen sera disponible sur la plateforme. Vous avez pu passer un peu sur les questions? Oui, tout à fait. Je les regarde. On a combien de temps encore, Solène? Bon, on va essayer de répondre à un maximum de questions. Je pense qu'on compte 15-20 minutes, sauf si vous avez vraiment un impératif. Ok, j'ai 10 minutes, donc voilà. Voilà. Et je suis vraiment désolé parce que c'est moi qui ai pris trop de temps pour la présentation. Mais juste pour conclure là-dessus, le stress, vous avez compris que c'était un ensemble de mécanismes qui est extrêmement compliqué. Donc, je n'ai pas la prétention d'avoir réussi à tout résumer en 30, non, j'ai mis 45 ou 50 minutes pour le faire. Mais voilà, je vous encourage vraiment à replonger dans le webinaire par la suite pour éventuellement vous refamiliariser avec des choses. Alors, je commence. Bonjour, pourriez-vous me dire comment revoir, réécouter les webinaires? Solène. Alors, ça, c'est sur la plateforme SimplyCure. Mais comme je le disais, c'est sur la page d'accueil de SimplyCure, vous aurez tous les replays. Commençons par les questions, si ça ne vous embête pas, où il y a eu le plus de votes. Comme ça, c'est celle où on a le plus de participants qui souhaitaient avoir une réponse. Okay. Donc, la première, ce serait, si vous voulez, je vous les pose. Stress et café, est-ce possible? Certains disent non, d'autres disent carrément recommandé. Le café est bon pour la santé. Qu'en pensez-vous? Quels sont vos arguments? Donc, le café, on sait qu'il a un double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'il a un effet neuroprotecteur à certaines doses. Par contre, il va avoir un effet effectivement dérégulateur de l'axe HPA dont on a parlé, donc de l'axe du stress. Donc,
On peut consommer du café. Le problème, c'est est-ce qu'on consomme du café pour faire face à un stress qui est déjà chronique? Et c'est là qu'on entre dans une zone grise. Donc moi, j'aurais tendance, à recommander aux gens de ne pas dépasser plus de 1 ou 2 cafés par jour maximum. Si vous dépassez 2 cafés par jour, ça veut dire déjà que vous êtes face à un volume de stress qui est trop important pour vos capacités d'adaptation. Ça veut dire que si vous avez besoin de cette caféine pour faire tout ce que vous avez à faire, c'est déjà en fait que votre corps n'arrive pas à s'adapter. En théorie, on devrait tous être capables de fonctionner au quotidien sans caféine. Le petit café du matin, si on a besoin de ça pour un petit peu se réveiller, se donner un petit coup de boost, mais logiquement, un café par jour devrait suffire à tout le monde. Dans le cas contraire, on a dépassé nos capacités d'adaptation et donc on est déjà en train de jouer avec le stress. Ok. Pourquoi pas de traitement de magnésium en permanence? Est-ce qu'il y aurait un risque? Alors, le traitement de magnésium, moi, à titre personnel, je le recommande en fait à l'année. Je recommande une prise de magnésium à l'année, simplement en modulant la prise de magnésium en fonction de mes niveaux de stress. Donc, par exemple, je vais garder un apport simplement de sécurité lorsque je suis en vacances, que j'ai pas forcément d'activité pendant ce temps-là, hormis lire, me balader dans la nature, donc des choses qui sont relativement tranquilles. Par contre, je vais faire augmenter mes apports de magnésium et je recommande d'augmenter ces apports de magnésium lorsque on retrouve la vie du travail, particulièrement si on a une stressabilité, c'est-à-dire si on est une personne qui est naturellement plus anxieuse que le voisin, on va avoir besoin justement de magnésium de façon beaucoup plus importante. Donc, à titre personnel, je recommande l'utilisation annuelle, simplement avec des variations en fonction du niveau de stress auquel je suis exposé. Ok, très clair. Et un petit peu dans le même style de question, est-ce que ce serait intéressant peut-être de mesurer le magnésium et le zinc avant une supplémentation? Alors, le magnésium, c'est très compliqué à mesurer parce que il n'y a pas de marqueur, on va dire aujourd'hui, sanguin qui permettent de le faire de façon optimale. Et donc, beaucoup de médecins recommandent finalement un interrogatoire qui va être plus basé sur la clinique, c'est-à-dire comment je me sens. Est-ce que j'ai des états de tension musculaire des tensions musculaires chroniques? Est-ce que j'ai des tremblements? Est-ce que j'ai je sais plus comment on dit, lorsque vous avez la pupille qui tremblote, ça c'est un manque de magnésium. Pour le zinc, effectivement, on peut éventuellement le tester parce qu'on a des marqueurs biologiques qui sont un peu plus précis. Voilà, donc là, ça peut être intéressant effectivement de faire une recherche biologique au niveau du zinc et de regarder quels sont vos signes cliniques au niveau d'un manque potentiel de magnésium. Ok. Alors, Rhodiola en burn-in, mais pas en burn-out, selon vous? Très honnêtement, j'ai pas la réponse à ça. Pour moi, à partir du moment où vous rentrez dans une phase de burn-in, c'est-à-dire d'hyperactivité mentale et vous avez le sentiment un petit peu d'être dépassé mentalement, l'utilisation de rhodiola va être très intéressante. Et c'est par exemple ce que les études sur la rhodiola ont montré dans le milieu médical, parce que ça a été très étudié dans des études cliniques où on donnait par exemple de la rhodiola à du personnel soignant qui était aux urgences et donc qui devait faire face à des urgences tous les jours, dans des situations de manque de sommeil, etc. Et chez eux, on voyait clairement que la rhodiola permettait de supporter à la fois le manque de sommeil et en même temps de diminuer l'impact du stress au niveau de l'organisme. Donc là, on est clairement dans du burn-in. Mmh. Et donc, si on continue sur les adaptogènes, que pensez-vous de l'ashwagandha? Est-ce qu'il peut être utilisé en cas de diabète, si par exemple il y a un traitement metformine, et en cas de traitement donc de lévothyrox? Alors pour le diabète, je dirais que oui, parce que nous on a des diabétiques chez NutriPure qui consomment en fait de l'ashwagandha. Donc simplement, il faut avoir son régulateur de glucose et voir comment ça va en fait moduler potentiellement le traitement qu'on peut suivre. Mais oui, c'est pas non recommandé.
Et ensuite, pour l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie, vous m'avez demandé? Ouais, c'est pour le lévothyrox, donc plutôt hypothyroïdie, si je dis pas de bêtises. Alors ça, très honnêtement, et pour éviter de dire des bêtises, je demanderai conseil en fait à mon endocrino. Ouais. Parce que l'ashwagandha va un petit peu booster l'activité en fait de la thyroïde, mais dans quelle mesure en fait ça va impacter ou agir en association ou perturber le traitement de l'évothyrox, ça je ne sais pas. Ouais. De toute façon, en général, s'il y a des médicaments, on conseillera de se rapprocher du médecin traitant. Exactement. Et donc, si on continue sur l'hypothyroïdie pour le Purzen, en tout cas, pour la valériane, est-ce qu'il y a une contre-indication que vous avez en tête ou pas nécessairement? Pour l'hypothyroïdie? Ouais, Non, pas particulièrement. ok. Alors, donc ça, c'était les questions où on avait eu plus de demandes, en tout cas. Tac. Qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce que vous préconisez quelque chose en particulier pour soutenir la sérotonine lors d'une phase de stress chez une personne qui est déjà sous antidépresseur? Essayer d'augmenter en fait l'apport de tryptophane alimentaire. Donc, tryptophane alimentaire, vous pouvez en retrouver par exemple dans les graines de courge. Les graines de courge contiennent beaucoup de tryptophane. Vous pouvez en avoir pas mal dans ce qu'on appelle l'isolat de whey. Donc, l'isolat de whey, c'est les protéines en poudre de chez NutriPure qui ont un niveau de tryptophane assez élevé et qui permet d'avoir trois effets. Un premier effet au niveau de l'apport direct de tryptophane, un deuxième effet au niveau de l'apport direct de protéines de façon générale, qui peuvent être surconsommées dans un état de stress, et en même temps un apport au niveau de la sphère digestive, parce que vous avez certains peptides qu'on retrouve dans l'isolat de whey qui vont agir sur la sphère digestive et donc diminuer certains niveaux d'inflammation, etc. Donc ça peut être intéressant. Et oui, voilà, c'est ça ce que je recommande. Et du fromage également. Le fromage, vous avez également les fromages à pâte sec comme le parmesan ou éventuellement le pecorino, qui est un fromage de brebis pour ceux qui ne mangent plus de fromage issu de vaches, etc. Ok, mais top. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions en tout cas. Je vous ai partagé dans le chat un questionnaire de suivi du webinaire donc pour qu'on ait des axes d'amélioration. Donc si vous pouviez prendre une minute pour tous y répondre. D'ailleurs, merci à vous tous d'avoir été si présents, si nombreux aujourd'hui sur ce webinaire. Si vous pouvez prendre une petite minute pour répondre au questionnaire, ça nous permet d'améliorer les présentations. Merci encore Christophe pour la présentation, c'était très clair, support très riche aussi en informations qu'on vous partage dans l'après-midi, comme ça vous pourrez tous y revenir à tête posée. Voilà, je ne sais pas si vous voulez terminer avec un petit mot. Prenez soin de vous, voilà, essayez de bien manger, de bien respirer, de faire du sport, de penser la vie différemment et puis voilà, de bien dormir et on sera pas mal. Parfait, parfait. Et pour rappel, le Purzen sera disponible tout prochainement sur la plateforme aussi. Donc voilà. Merci à tout le monde encore une fois. Très bel après-midi et puis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.